dans les rapports érotiques archétypalement, ataviquement. Donc déjà c'est un petit peu le contexte occidental démocratique post-hellénistique romain duquel on advient sociétalement. Deuxièmement, c'est intéressant de continuer de voir que même quand la sexualité était plus normativisée en fait au sein du foyer lors de l'époque romaine, avec les différents cultes de la fertilité, de la sexualité, du phallus, etc., et les soirées orgiaques qui se passaient dans les maisons romaines. La hiérarchie sociale faisait quand même que du coup ça ne sublimait pas en fait ces rapports de performativité puisque ça structurait quand même en très grande partie aussi le militares du corps du chef de famille romain dans ce rapport citoyen à la participation au service armé. Et donc c'est intéressant de voir que c'était émanant de sociétés qui continuaient de ségréguer esclavagisme et citoyens et constituaient des ressorts en fait de structures sexuelles familiales aboutissant à des impérialismes, puisque les deux forces de fond de l'impérialisme sont l'esclave ou la machine. Et donc ce rapport performativo-pénétratif et performatif au sens forcément de la force de frénésie reste, à mon avis, beaucoup à observer dans son archétype vraiment profondément structurant la représentation de ce qu'est l'effort sexuel. Euh, Ensuite, tu parles de donc t'as tout à fait raison. Ce sont les jeunes hommes qui regardent le porno en ligne beaucoup plus que les femmes. Tu as entièrement raison. Tu dis comment les jeunes hommes se construisent. Alors, c'est là où moi j'ai quelque chose à te proposer. C'est intéressant de refaire la psychogénèse anthropomorphique de la sexualité masculine. Parce que c'est dans son principe même qu'on trouve des concepts qui sont susceptibles d'éclairer tes recherches peut-être. Et je serais très intéressant d'avoir un point de vue jeune, féminin, justement, sur les concepts que je vais essayer de te développer. Euh, donc déjà, la sexualité masculine, elle est turgescente, immanente, anatomiquement, a la tendance à être extériorisante. Donc c'est un rapport pratiquement déjà auto-manifeste. Une grande partie des hommes ont des érections naturelles spontanées le matin. Donc on est déjà en fait aussi dans ce rapport psychique à la comment ça s'appelle j'ai mangé le nom, la sexomnie. Pour vraiment caricaturer à l'extrême, c'est pour rendre visible l'idée de cette frontière entre l'éveil et la pleine conscience, donc un petit peu ce rapport au soma, au somatique, et on comprend par ce cheminement comment cette turgescence spontanée de bascule de frontière entre le rêve, le soma et le pleinement conscient créer ce rapport ensuite avec l'empan, le manuel, le manipulé dans le rapport masturbatoire. Et donc on voit cette opposition entre euh, l'influx fluorescent, l'influx turgescent, l'influx immanent, émanant anatomiquement naturel, et le rapport psychique constructiviste perceptuel, psychoperceptuel, de la manipulation, de la manifestation de cette force. Et donc comment pour les hommes, c'est particulièrement lié à la certitude de la force, parce que psychoproprioceptivement, pendant la croissance, la façon dont le corps se fait, se représente, se développe et s'assimile l'échelle du monde, c'est l'empan, donc la distance entre le sommet de l'auriculaire et du pouce, le, le, la, le- l'intervalle de préhension maximale,
de manipulation, et la bouche, le porter à la bouche. Et il y a aussi parallèlement, du coup, la masturbation naturelle du nourrisson dans son cycle autogène de croissance, de stimulation autoproprioceptive, qui explore son corps, qui développe sa proprioception et qui du coup prend vie de sa propre constitution charnelle, qui le proprioceptivise. Donc c'est intéressant de garder ça à l'esprit parce que ça permet justement peut-être d'ouvrir des angles morts dans la culture générale et notamment des jeunes hommes qui est loin d'être inintéressante. Et ensuite il y a le rapport aux intimités domestiques structurées par l'organisation illibérale capitaliste autoritariste envers l'employabilité utile qui structure généralement la société actuelle, et ce que sont les espaces de compensation, subversion et liberté domestique dans bien évidemment le rapport cybernéticisé aussi. Donc c'est pour ça que je parlais de domesticiser plus que de d'individualité psychique pure. Il y a vraiment ce rapport environnemental qui est absolument caractéristique des analyses qu'on va faire aussi. Euh, et donc, euh, la question que tu soulèves, à mon sens, elle est intéressante dans justement plutôt le rapport métaboliste que le rapport constructiviste. Je pense que tu veux plus dire en réalité, même si tu veux absolument utiliser le terme de construit au sens où tu le dis, les constructions, des représentations, j'entends parfaitement. Mais est-ce que c'est vraiment particulièrement finement adapté de façon aboutie dans le processus vraiment à l'œuvre? J'ai quelques objections, c'est celle que je te formule. Euh, pour moi, c'est plus les constrictions et les processus qui sont liés à la fois à la psychosociale, liée au contexte économique et à la technologie, la cybernétisation, qui produisent certains effets de tunnels qui sont liés à la nature processorante du phénomène, sont susceptibles d'illustrer pourquoi il y a une telle résonance avec ces tendances-là. Euh, Ça veut pas dire que je cautionne ou quoi, ça veut dire que je pense que c'est pertinent. Euh, D'une manière générale, l'organisation sociétale actuelle, économique, est quand même basée sur l'exploitation des corps en très grande partie, hein, y compris dans le tertiaire et dans le service. Que ce soit la force physique mobilisée dans le travail comme la psychopression, il y a l'économie des corps et leurs effets, et les interstices d'exploration fantasmatique cybernéticisés sont des facilitations de soupape déjà à cet environnement psychoperceptuel en général. Et la question du transgressif dans ces tendances, pour moi, elle est en fait la phénoménologie même de gens qui commencent à se dire qu'ils vont explorer leurs fantasmes. Parce que pour que ce soit fantasmatique, il faut du coup que ce soit extra-normatif, puisque c'est un interstice intime privilégié de compensation en réalité de l'état psychique et psychoperceptuel le reste du temps, et que donc c'est ce lien de relation en fait de pratiques d'autres types de tonalités psychoperceptuelles, d'autres types d'intelligence émotionnelle qui sont mues elles-mêmes par la phénoménologie de la consommation de pornographie. Et donc, quelque part, cet effet tunnel de maximiser en fait l'identification, l'immergence en fait dans l'image, dans la dalle audiovisuelle, euh, elle est en fait la pratique proprio-perceptive qui explique le phénomène psychique
de cette transgressivité-là par rapport aux atavismes qui sont à ce moment-là compensés dans l'organisation sociale. C'est-à-dire que le clan, la famille, l'autorité archétypale d'acquisition des réflexes de survie mimétique dans la petite enfance qui structure l'autonomie de résistance à la psychopression de la mobilisation de ses facultés et de ses vitalités au travail, elle est du coup assez logiquement, extensivement mise en cause dans ce processus d'immergation, de maximisation de syncrèse dans l'image, et que donc ce sont ces enconcaténations psycho-affectives, psychocomportementalement parlant, qui cherchent justement à être déshabillés quelque part psychoperceptuellement pour maximiser l'expérience de masturbation et de jouissance avec la pornographie, parce que c'est précisément ce que cet espace intime de compensation de l'organisation sociale le reste du temps veut procurer. Et que donc, dans le processus de passer à ça, à mon avis, c'est ça qui est à l'œuvre dans une telle résonance avec ces représentations-là. Ensuite, il y a la question de la violence, parce que la violence, strictement, étymologiquement, c'est l'abus de la force. C'est l'abus de la force jusqu'à la surconsommation, c'est-à-dire jusqu'à la prédativité pleine. On voit que c'est encore là, c'est lié à cette espèce de compulsion, de survie, de compensation de l'aliénation par le travail le reste du temps. Et c'est intéressant de voir justement comment ça peut s'expliquer profondément archétypalement, parce que si c'est cette forme de déconstruction des structures psychiques depuis la petite enfance qui structurent la robustesse au travail, qui sont justement refoulées dans la compensation inversatoire de la pratique de la pornographie, ça en dit long aussi sur comment ces états de liberté, de libération sont manquantes dans nos sociétés aussi le reste du temps. Donc c'est pour ça que je questionne cette bascule. Il y a autre chose, l'autre volet qui me semble intéressant de combiner justement à cette étape, c'est qu'est-ce que la sexualité masculine aussi. Parce que la sexualité masculine, elle cherche pénétrativement à fusionner la maximisation de l'intensification de ses propres percepts avec la complétude du hors de soi. Et c'est toute la question de l'éjaculat ou de la communion, c'est-à-dire du productif jouisseur ou de l'orgasme simultané et partagé. Et c'est là où c'est hyper intéressant de pouvoir complètement détabouiser ces questions et de les sortir des dogmes, parce qu'on parle véritablement des points peut-être les plus universels de l'égalité sociale intersexe, intergenre, justement. Parce que si les aliénations sont dans les organisations sociales trop produites par l'emprise sur les corps, alors la faculté psychoperceptuelle et la culture de connexion proprioceptive avec l'acte sexuel est forcément, on peut s'y attendre, beaucoup plus limitée. Et que donc, la culture même de la pratique sexuelle est beaucoup plus, parce que limitée, limitante. Et donc, c'est la question de distinguer ces moments-là. Et c'est là où on peut questionner pourquoi ce qui choque dans la question de la posture morale qui dirait que le porno, depuis qu'il est cybernéticisé, est beaucoup trop misogyne, dominateur, violent et potentiellement misogyno-pédoprédatif. Je pense que c'est lié à ces questions de structure sociale profonde de la violence illibérale performative capitaliste. C'est-à-dire sa mauvaise graine la plus impériale. Hein,
son suprémacisme le plus intrinsèque, puisque euh, ce jouir là, euh, il est peut-être monomaniacisé, hein, parce que on parle de l'illibéralisme ne considère pas de société, hein, Thatcher, there is no such thing as a society, euh, il n'y a que des individus, et que donc ces individuations vont jusque dans le refermement de la capacité psychosensorielle perceptuelle de repli sur l'individué, sur l'individuation. Et donc, les sexuations deviennent des individuations. Et ce qui est intéressant à connecter avec justement la perte par les dogmes traditionnels de l'effondrement de la chrétienté dans le catholicisme à ce niveau-là, c'est justement l'héréticisation en fait des rituels sexuels qui existaient avant. Et qui existent dans d'autres cultures. Hein. En Afrique, il y a des maisons des femmes. Dans la sexualité viking, il y a le libéralisme sexuel des rituels du Psala, hein, où il y a d'ailleurs la consommation d'antéogènes. Enfin bref, il y a myriade d'exemples dans les sociétés traditionnelles. Euh, et c'est ce que par contre le catholicisme a perdu. Et c'est intéressant de voir que ce sont des questions d'héréticisation, parce qu'étymologiquement, il y a des cheminements qui sont intéressants à redévelopper. Hein. Euh, euh, la frénésie, l'hystérèse, l'hérésie, l'hystérie. C'est particulièrement signifiant sur ces quatre termes-là, quoi. Hein, puisque l'hystérésis du coup des migrations ioniques, hein, donc les intensifications énergétiques, hein, donc puisque en plus de ça la sexualité masculine est donc formellement celle du frustrum, hein, de la base conique, hein, anatomiquement, et donc est liée aussi étymologiquement au fait enfin d'une proximité langagière avec le fruste, euh, et il y a des racines étymologiques intéressantes aussi au niveau de ce qui est la turgescence à la base, parce que euh, ça vient de l'abondance, étymologiquement, c'est ce que ça veut dire, la turgescentia en latin original, et il y a dans cette idée une opposition qui est devenue l'instrument de torture avec le tripalium qui est passé par le frustrum en cours de route. Et on voit comment, historiquement, c'est lié à la structuration de la psyché du masculinisme par le droit romain et son appartenance au service militaire. Et que il y a quelque chose de signifiant dans cette troncature-là, hein, de cette abondance-là au frustrum, qui est lié à la mortification par le service militaire. Et comment la sexualité du masculin, son archétype, devient en fait une mortification de la certitude du rôle du masculin de porter la mort en société. Puisque la défense, le soldat, la soldatesque de défense. Euh, et donc, on voit comment, dans l'occidentalité qui a constitué ces rapports de rivalité